9 faits surprenants sur le réchauffement climatique. Voilà ce que j'ai pu lire quand une personne de mon entourage m'a partagé cette vidéo. De fait, par curiosité, je me suis permis de faire un petit tour sur cette chaîne. Et là... Bref, la science c'est essentiel, mais la nuance aussi, alors méfiez-vous de ceux qui utilisent l'écologie pour justifier des choix de société humainement délirants, ou pour instaurer un climat de culpabilité permanent. Voici 9 faits surprenants que vous n'entendrez jamais dans la bouche des inquisiteurs verts, et autres gamines qui prétendent voir le CO2 à l'œil nu. Du peak oil à la déforestation, en passant par la fonte des glaces puis à la montée des eaux, le lapin du futur, l'auteur de cette vidéo, semble vouloir remettre en question pas mal de certitudes scientifiques. Si vous suivez cette chaîne, vous savez que j'aime faire du fact-checking sur ces sujets. Et là, autant vous dire que j'ai été servi. Vous le verrez par la suite, le type déblatère avec sa voix robotique de belles conneries tout au long de son argumentation. Et encore une fois, sans rien de sérieux pour prouver ce qu'il raconte. Bref, une énième personne racontant du bullshit sur internet, rien de bien nouveau. Ce qui m'a beaucoup plus surpris par contre, c'est le nombre de vues qu'il a enregistrées. Presque 200 000, alors que sa chaîne ne compte pas plus de 90 000 abonnés. Mais surtout, je m'attendais à ce que son contenu se fasse défoncer. Mais non, la barre de like montre l'inverse. Plus de 90% d'avis positifs. On en déduit donc que les internautes plébiscitent largement cette vidéo. Et en fait, en prenant un peu de recul, c'est pas si étonnant que ça. Depuis les années 2000, l'ADEME dresse les représentations sociales du changement climatique par les Français. C'est assez délirant, mais encore aujourd'hui, une grosse part de la population est climato-sceptique. C'est-à-dire qu'elle ne pense pas que le réchauffement du climat causé par l'homme soit à l'heure actuelle une certitude scientifique. Mais dans un sens, vu que nos gouvernements gèrent les crises sociales, sanitaires et environnementales n'importe comment, j'en veux pas trop à nos concitoyens d'y voir flou dans toute cette affaire. De fait, cette vidéo tombe pas si mal. Je vous propose qu'on profite de l'occasion pour décrypter les différentes contre-vérités lâchées par ce vidéaste, afin d'y voir un peu plus clair sur l'état de notre planète. Allez, je vous ai assez teasé, on y va. Contrairement à la croyance populaire, il y a plus de forêts aujourd'hui sur la planète qu'il y a 20 ans. Selon un rapport de la NASA, la Terre a gagné l'équivalent de l'Amazonie en surface forestière depuis l'an 2000. Autre symbole écologique, la fragilité des coraux a toujours été un sujet d'inquiétude. Manque de chance, encore une fois on s'est trompé, les coraux semblent en pleine santé en Jamaïque, à Hawaï, en Polynésie, aux Mariannes, etc. Les scientifiques disent avoir été surpris par cet effet Jurassic Park, mais force est de constater que la vie trouve toujours son chemin. Alors, contrairement à ce qu'on répète tout le temps, les coraux seraient en pleine santé? Ça me paraît complètement con de prime abord, mais après tout, pourquoi pas? À vrai dire, je n'ai jamais vraiment creusé la question, et la seule représentation que j'ai de l'état des coraux est celle que me sortent les grands médias. Autant vous dire que c'est pas terrible. Après tout, peut-être que le lapin du futur a raison sur ce point-là. L'objectif de ma chaîne est justement de déconstruire rationnellement les préjugés qu'on peut avoir sur l'écologie. Alors, si on veut avoir une idée précise sur la question, il va falloir enquêter un peu pour vérifier ces informations. Premièrement, remontons à la source. L'auteur de la vidéo rapporte des informations qui proviendraient du magazine Quartz. On peut aisément le retrouver en quelques minutes, et le voici. Bon, d'entrée de jeu, il y a déjà un truc qui me perturbe, le titre. Malgré le réchauffement climatique, certains récifs sont florissants. Vous voyez, juste en remontant à la source, on s'aperçoit que le lapin du futur a un peu arrangé les informations. L'auteur précise bien que certains coraux s'en sortent bien, mais dans la vidéo, Benjamin généralise ça à la totalité d'entre eux. Mais continuons d'analyser. Ce média rapporte les travaux de chercheurs d'un institut d'océanographie. Et voilà ce qu'ils nous disent. We're certainly not saying that climate change doesn't matter, and we know certain places like the Great Barrier Reef suffered significantly. If we can find places that are being well managed and are able to weather the storm through these warming events. Une nouvelle fois, dans cette vidéo, le propos est beaucoup plus mesuré que ce que dit le lapin. Ils disent bien que des récifs souffrent beaucoup, même si leurs travaux montrent par ailleurs que certains s'en sortent mieux.
On est donc très loin de l'affirmation d'origine. Et notez que ce ne sont pas les scientifiques qui ont été surpris, mais des scientifiques. En écoutant cet extrait, on pourrait croire que toute la communauté des chercheurs travaillant sur ce sujet sont unanimes sur leur bonne santé. Alors que, de 1, on ne parle que de quelques chercheurs, et de 2, ils ne disent pas que tout va bien dans le meilleur des mondes. Manifestement, si on a besoin d'autant surveiller les récifs coralliens, c'est sûrement parce qu'ils ne sont pas en aussi bonne santé que ça. De plus, même si les travaux présentés sont très intéressants, il faut bien comprendre qu'une seule étude ne fait pas une vérité scientifique. Ça permet simplement d'avoir des données supplémentaires. Donc, on pourrait résumer la thèse de Benjamin comme ceci. Nous nous sommes trompés sur la fragilité des coraux, en réalité, ils sont en pleine forme. Pour l'instant, on a montré que l'article qu'il avançait était insuffisant pour prouver la validité de sa thèse. Mais d'un autre côté, gardons bien à l'esprit que nous n'avons pas prouvé que cette thèse est fausse. Si on veut pouvoir dire, comme le fait Benjamin, que les coraux sont en bonne santé, il nous faut un aperçu du consensus scientifique. On va devoir se retrousser les manches et prendre le temps de consulter les travaux d'autres chercheurs dans ce domaine. Pour ce faire, je me suis plongé dans de nombreuses études, dont une publication de 2018 traitant justement de la perte en récifs coralliens. Tout d'abord, l'auteur nous présente des données de l'Agence américaine d'observation océanique. On peut voir ici la répartition des coraux sur le globe, implantés dans les parties peu profondes de l'océan. Ah, et voilà quelque chose d'intéressant. Selon cette étude, l'Asie du Sud-Est contient 30% des récifs planétaires. Mais 60% d'entre eux ont déjà été détruits depuis les années 90. Par ailleurs, en analysant d'autres zones comme la mer des Caraïbes ou encore les récifs présents en Floride, on observe également de fortes dégradations. Les résultats de ces ressources nous le démontrent. Dans les Caraïbes, le pourcentage de couverture récifale était environ de 30% entre 1970 et 1980. Mais depuis, il est tombé à peine plus de 10% depuis les années 2000. Et d'autres travaux publiés en 2020 montrent que la décennie 2010 n'a pas amélioré les choses, puisque, toujours depuis les années 70, la couverture en corail dur a diminué d'environ 80%. Pareil pour la Floride, où les observations ne sont pas plus réjouissantes. On est passé de 25% à moins de 10% en moins d'un demi-siècle. Et c'est pas fini. Un autre papier a retenu mon attention. Le chercheur Bellwood et ses collègues Hughes, Falk et Nystrom nous rapportent notamment les résultats d'une méta-analyse montrant un fort déclin de la célèbre Grande Barrière de Corail. Pour que vous compreniez la solidité de ces données, chaque point sur ce graphique représente la couverture moyenne d'un maximum de 241 récifs échantillonnés chaque année depuis près de 40 ans. Et une nouvelle fois, le constat est sans appel. La moitié de la surface occupée par les coraux a disparu. Si on regarde maintenant à l'échelle planétaire, environ 50% des récifs du monde entier sont morts au cours des 40 dernières années. Et si on ne stoppe pas cette dégradation, 70% de tous les récifs tropicaux seront détruits d'ici 2050. Justement, en parlant de dégradation, on n'a toujours pas évoqué la cause de ces dernières. En se fondant sur les travaux de l'équipe menée par Loretta Burke, on estime que les 3/4 des coraux encore en vie sont menacés et risquent à leur tour de disparaître. Lors de mes recherches, j'en ai déduit qu'il y avait en gros 4 grands facteurs qui détruisent les surfaces coralliennes. L'acidification des océans, la surpêche, la montée des températures, ainsi que l'ensemble des pollutions que l'on inflige au milieu aquatique. Tous ces facteurs combinés fragilisent les coraux et leur écosystème. En effet, soit ils meurent directement à cause de la surpêche par exemple, ou plus indirectement du fait du manque de nourriture ou de maladies. L'acidification des eaux océaniques et la montée des températures sont deux phénomènes qui découlent d'un seul problème, la concentration plus importante en gaz carbonique dans l'atmosphère. Cette dernière entraîne une augmentation de l'effet de serre et donc un réchauffement du climat. Par conséquent, les océans voient leur température augmenter, ce que les coraux ont du mal à supporter. En plus de cela, l'océan a la faculté d'absorber le CO2 pour le stocker, mais lors de cette opération, l'océan s'acidifie. Vu qu'on continue de rejeter massivement des gaz à effet de serre, la plupart des scientifiques estiment que le pH de l'eau devrait diminuer de 0,3 d'ici 2100. Ce chiffre peut paraître ridiculement petit,
Mais précisons que le pH se mesure avec des grandeurs logarithmiques. Pour faire simple, une diminution de 0,3 reviendrait à un doublement de l'acidité de l'eau, en sachant qu'elle a déjà augmenté de 30% par rapport à l'ère pré-industrielle. Une nouvelle fois, cette acidité va s'attaquer aux coraux, les fragilisant encore plus. C'est bon. Maintenant, je pense qu'on peut dire sans se tromper que la thèse évoquée par Benji est fausse. La littérature scientifique sur le sujet est unanime, une bonne partie des coraux de notre planète ont déjà disparu, et les récifs restants sont menacés de disparition. Même si certains sont épargnés par les dégradations menées par l'homme, et se portent plutôt bien, leur état global, par rapport à ces dernières décennies, reste tout de même catastrophique. Ce fameux peak oil, la pénurie de pétrole qu'on nous annonçait tant. Ils furent poussés sans arrêt depuis des décennies, d'abord 1990, puis 2000, 2004, 2010, sauf qu'on ne l'a jamais vu arriver. Même le magazine Forbes reconnaît aujourd'hui que c'était pas sérieux. Déjà, reprenons les bases. Le pétrole, c'est actuellement l'énergie qui gouverne le monde. Plus de 80% des véhicules nécessitent du pétrole. Il est donc indispensable pour toute l'échelle logistique. C'est grâce à lui, par exemple, qu'on peut faire pousser notre nourriture grâce à des engrais de synthèse, qu'on peut la récolter avec de gros tracteurs, la transformer et l'acheminer dans les supermarchés pour que nous puissions nous nourrir. Autant vous dire que le pétrole a, à lui seul, joué un rôle déterminant dans l'expansion de nos sociétés humaines. Et si on devait en manquer subitement, on se retrouverait dans une situation hyper tendue. Pour la faire courte, une bonne part des personnes peuplant les pays industrialisés pourraient connaître la famine en cas de pénurie de pétrole. En plus de cela, toutes les alternatives proposées pour remplacer cette ressource sont pour la plupart inefficaces ou impossibles à développer à large échelle. Maintenant qu'on a redonné un peu de contexte, parlons de ce fameux pic pétrolier. Ils furent poussés sans arrêt depuis des décennies, d'abord 1990, puis 2000, sauf qu'on ne l'a jamais vu arriver. Même le magazine Forbes reconnaît aujourd'hui que c'était pas sérieux. Alors, avant de se demander s'il a eu lieu, voyons qu'est-ce que ça signifie. Vous n'êtes pas sans savoir que notre système économique actuel, capitaliste, nécessite une croissance économique constante pour maintenir son bon fonctionnement. Sauf que, pour pouvoir produire davantage pour toujours plus de personnes, il faut un apport massif et continu en énergie, que ce soit pour aller chercher des matières premières, construire des usines, développer le tourisme de masse, etc., etc. Récapitulons. Par essence, notre système capitaliste exige une croissance économique infinie. Or, vu que les flux économiques qui la composent sont avant tout des flux physiques, nécessitant de l'énergie, ces sources d'énergie alimentant le système doivent donc être, elles aussi, infinies. Alors, est-ce que c'est le cas du pétrole? Non. Ni du charbon, ni du gaz naturel d'ailleurs. En effet, et ce n'est pas un scoop, les énergies fossiles sont dites non renouvelables. Le pétrole est disponible sous la forme d'un stock fini. Ce stock, on a commencé à pomper dedans de manière soutenue depuis la révolution industrielle. Et depuis, sa consommation a augmenté de manière exponentielle. Les réserves vont donc naturellement finir par se tarir. Il y a nécessairement un moment où on ne pourra plus extraire autant de pétrole qu'avant. Et ce moment où l'on aura le plus extrait, et où la production va commencer à chuter, c'est justement ce que l'on appelle un pic. Dans le cas de l'or noir, la question n'est donc pas de savoir si le pic va arriver, mais à quel moment. Lapin du futur prétend que, jusqu'à présent, on n'a jamais atteint ce pic. Autrement dit, que l'on continue d'extraire toujours plus de pétrole sans contrainte. Sauf que, une fois encore, c'est faux. Effectivement, j'ai pu retrouver l'unique article du Forbes sur lequel il fonde son argumentaire. Il faut juste savoir à ce stade qu'il est communément admis que le pic pétrolier se serait passé entre 2006 et 2008. Et le pétrole dont on parle, c'est le pétrole conventionnel, celui qui est le plus facile à extraire, le plus rentable et avec le meilleur rendement énergétique. Dans cet article, on a l'analyse d'une personne prétendant qu'on n'a pas encore atteint ce pic, allant à l'encontre de ce qui est communément admis. Mais pas de chance pour ce monsieur, depuis est sorti le World Energy Outlook de 2018, publié par l'Agence internationale de l'énergie. L'AIE, c'est une organisation internationale fondée par l'OCDE en 1974, à la suite du premier choc pétrolier. L'une de ses missions
c'est d'assurer la sécurité des approvisionnements énergétiques et tout particulièrement en pétrole. En termes d'analyse stratégique, on a donc affaire à du très lourd. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent dans leur rapport sur les perspectives énergétiques mondiales? Ils nous confirment, avec 10 ans de recul, que le pic pétrolier conventionnel a bien eu lieu en 2008. Je cite, « La production mondiale de pétrole conventionnel a atteint un pic en 2008, avec 69 millions de barils par jour, et a diminué depuis d'un peu plus de 2,5 millions de barils par jour. Dans le scénario nouvelle politique, elle diminue encore de 3 MB par jour d'ici 2040, et sa part dans l'offre mondiale passe de 72% aujourd'hui à 62% en 2040. Il n'y a donc, a priori, pas de raison de douter du pic conventionnel. Selon les experts, nous l'avons déjà atteint. En parallèle, l'extraction en pétrole non conventionnel a connu une forte augmentation dans la décennie 2010. Ils sont dits non conventionnels car ils diffèrent du célèbre liquide noir. Pour leur extraction, ils nécessitent des coûts et des technologies supplémentaires à cause de conditions d'exploitation plus difficiles. Parmi ces pétroles, on peut retrouver les sables bitumineux, le pétrole lourd, les schistes bitumineux, ainsi que l'extraction en offshore profond et en conditions polaires. Quel sens y a-t-il à aller chercher maintenant ce genre d'énergie alors qu'elles sont plus difficiles d'accès, moins rentables et avec un rendement énergétique moins intéressant? Par ailleurs, elles provoquent des dégâts sur l'environnement encore plus importants que les exploitations traditionnelles. Le pic en pétrole conventionnel résout très simplement cette question. Si on s'attaque à ce genre de ressources qu'on avait laissées de côté jusqu'à maintenant, c'est bien parce qu'il faut remplacer le manque de pétrole classique. Jusque-là, les pétroles non conventionnels ont permis tant bien que mal à le substituer, et d'esquiver le gros des problèmes énergétiques. Mais ça ne fait que retarder les conséquences du pic pétrolier, puisque le pic global, incluant les sables bitumineux et les autres non conventionnels, va lui aussi se manifester. Selon Mathieu Ozano, d'ici à 2025, il faut que la production de pétrole de schiste double, voire qu'elle triple si les découvertes de pétrole conventionnel restent ce qu'elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire plus faibles que jamais, malgré des investissements sans précédent au cours de la dernière décennie. De futures crises énergétiques nous font donc face, car à ce rythme, il est très probable que d'ici 2030-2040, notre monde industriel ne soit plus en mesure de se shooter avec toujours plus d'énergie fossile. Si nous ne prévoyons pas dès maintenant une baisse de ces énergies, nous risquons des effets de rupture catastrophiques lors des prochaines décennies. Plus généralement, le rapport de l'IPCC de 1990 affirme qu'il n'y a aucune preuve d'une accélération de la montée des eaux au XXe siècle. Les quelques études qui montrent le contraire sont à mettre au conditionnel, notamment à cause de défaillances dans les mesures satellites. La seule certitude aujourd'hui est que le niveau des eaux augmente, mais pas plus vite que ces 8000 dernières années. On va pas y aller par 4 chemins, c'est archi faux. L'IPCC, c'est le GIEC en français, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat. Pour s'économiser du temps, on va croire Benjamin sur parole. On va partir du principe que le GIEC a effectivement dit ça en 1990. La première chose qu'il faut noter, c'est que ce rapport date d'il y a 30 ans. En faisant ses recherches, Benjamin aurait pu vérifier si, par hasard, l'état de la science sur le sujet avait évolué entre-temps. Et ça tombe très mal pour lui, puisque l'année dernière, le GIEC a sorti un rapport spécial sur les océans et la cryosphère. Et bingo, le 4e chapitre de cet énorme dossier est justement intitulé « L'élévation du niveau de la mer et ses conséquences sur les îles, les côtes et les communautés de basse altitude ». Ce que l'on sait grâce au GIEC, c'est que depuis 3000 ans et jusqu'au début du 19e siècle, le niveau marin a augmenté de 0,1 à 0,2 mm par an en moyenne. Mais depuis les années 1900, il augmente chaque année de 1 à 3 mm, et à présent c'est plutôt de l'ordre de 3,1 mm. On observe par conséquent une nette accélération par rapport à l'époque pré-industrielle. En effet, ça a été multiplié par un facteur 15, et ça continue de s'accélérer. D'ailleurs, près de chez nous, en France, les conséquences sont déjà visibles à l'œil nu. Sur cette plage de Gironde, l'océan est gourmand. Il avance un peu plus chaque année. Cet immeuble construit dans les années 70 s'élevait à une distance respectable de l'océan, plus maintenant.
C'était à 200 mètres de l'océan. Et maintenant? À 20 mètres. En combien de temps? Une quarantaine d'années. 24 mètres exactement, soit une avancée de 4,50 mètres par an. En cause, la montée des eaux due notamment au réchauffement climatique. Dans le bassin d'Arcachon, depuis des années, les bulldozers luttent chaque hiver pour ramener le sable sur la mer. Mais depuis la tempête Xynthia de 2010, le phénomène s'est accéléré et pour les habitants, l'inquiétude monte. Pour l'instant, les océans n'ont monté que de 17 cm en 200 ans. Mais le dérèglement du climat étant lui aussi en train de s'accélérer, le phénomène continue d'empirer. Effectivement, dans son rapport, le GIEC prévoit 1 mètre de hausse d'ici à 2100. Mais selon d'autres sources sérieuses, cela devrait être bien davantage. La NOAA estime que cette montée pourrait plutôt atteindre une moyenne de 2 mètres à la fin du siècle. Et une étude de l'Académie américaine des sciences, publiée en 2019 par 5 chercheurs, confirme ces résultats. Voici leurs conclusions. Nous pensons qu'il est plausible que l'élévation future du niveau de la mer, FNM, puisse dépasser les 2 mètres d'ici 2100, pour notre scénario dans lequel on maintient le statu quo. Cela pourrait entraîner une perte de terre de 1,79 million de kilomètres carrés, comprenant des régions cruciales pour la production alimentaire et entraînant le déplacement d'un maximum de 187 millions de personnes. Alors 1 ou 2 mètres d'eau en plus, ça peut paraître assez anecdotique. Mais en réalité, comme le disent les chercheurs de l'étude, une FNM de cette ampleur aurait clairement de terribles conséquences pour l'humanité. En 2030, entre 879 et 949 millions de personnes vivront dans des zones côtières de faible élévation, c'est-à-dire à moins de 10 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ces personnes seront donc directement impactées. Même si on était très chanceux et qu'on se limitait à 1 mètre de hausse, l'ensemble du monde serait durement touché. Par exemple, un pays comme le Vietnam pourrait perdre jusqu'à 25 000 km², soit environ 10% de son territoire. Grâce à cette simulation, on va pouvoir constater comment évolueraient les territoires avec 1 mètre d'eau supplémentaire. Voici par exemple la disposition actuelle des Pays-Bas. Là, je touche à rien, et là, l'océan a envahi les terres. Amsterdam, La Haye, Haarlem et Rotterdam sont entre autres emportés par les flots. J'espère que cette petite étude de cas vous permet de mieux comprendre à quel point quelques décimètres d'eau peuvent drastiquement transformer un territoire. Dans ces 2 seuls exemples, ce sont déjà des millions de personnes qui devront trouver refuge plus profondément dans les terres. Et encore, là je parle d'une hausse de 1 mètre, mais on sait qu'à terme ça risque d'être beaucoup plus. On reproche souvent aux climatologues d'être trop alarmistes, mais la réalité s'avère être souvent pire que les prévisions. Par exemple, le pergélisol et la banquise fondent beaucoup plus vite que prévu. Et au début des années 2000, on pensait que la hausse ne dépasserait jamais plus d'1 mètre, mais 20 ans plus tard, on parle maintenant de 2 mètres de hausse. Si on continue dans le business as usual, ma conviction personnelle, c'est que d'ici à la fin du siècle, le niveau de la mer va largement dépasser les 2 mètres. De plus, il ne faut pas oublier que cette augmentation va continuer après 2100. Et en perturbant le climat planétaire, il y a de bonnes chances pour que l'on atteigne des points de rupture, amenant à des scénarios d'emballement climatique. Entre autres, on sait que si la température au-dessus du Groenland s'élève de plus de 8 degrés, alors ce dernier finira par fondre dans sa quasi-totalité. De fait, avec toute l'eau relarguée dans les océans, le niveau de la mer monterait de 6 mètres. En sachant que la vitesse d'élévation de température au Groenland est 2 fois supérieure à la moyenne mondiale, un scénario de plus 4 degrés de réchauffement global en 2100 suffirait à atteindre 8 degrés au-dessus du Groenland. Et malheureusement, les experts du GIEC estiment que l'on atteindra cette température si nous restons dans le scénario du business as usual. En atteignant de telles températures, le Groenland ne sera pas la seule victime. Une fonte intégrale des glaces situées au pôle ainsi qu'au sommet des montagnes pourrait subvenir, élevant le niveau de la mer de 65 mètres. Voilà à quoi ressemblerait la France avec une telle montée des eaux. Montpellier, Bordeaux, Nantes, Angers et même Paris seraient rayés de la carte. Et voici à présent l'état de l'Angleterre,
des Pays-Bas, de la Chine et du Bangladesh. Donc, pour conclure, contrairement à ce que raconte Benjamin, il y a bien une nette accélération de la hausse des océans. Nier cette réalité est juste stupide, dangereux et parfaitement irresponsable, particulièrement quand on a une audience de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Attention, ce n'est pas ce que vous croyez, ceci n'est pas une vidéo climato-sceptique, parce que pour moi le réchauffement climatique ça existe, et que c'est bien sûr lié à l'activité humaine, simplement ça ne m'empêche pas d'être agacé par plein de choses, comme ces lois qui taxent le carburant au lieu de favoriser le télétravail, comme ces gens qui répètent sans arrêt qu'il ne faut pas confondre météo et climat, mais qui eux-mêmes le font quand ça les arrange, bref, la science c'est essentiel, mais la nuance aussi, alors méfiez-vous de ceux qui utilisent l'écologie pour justifier des choix de société humainement délirants, ou pour instaurer un climat de culpabilité permanent. Le pic pétrolier, l'état des coraux, la montée des eaux, pour traiter de sujets aussi importants, la science est effectivement essentielle. Quand on se plonge réellement dans les ressources scientifiques, ça permet de trier le vrai du faux, et de déceler les mensonges et les manipulations de ceux qui aimeraient nous faire croire n'importe quoi. Personnellement, je ne vous demanderai jamais de me croire sur parole, mais je vous invite à faire preuve d'esprit critique à chaque fois que vous abordez des sujets aussi importants et complexes que ceux que nous venons de traiter. C'est ce que j'essaye de faire à ma petite échelle à travers mes activités sur YouTube. En tout cas, j'espère sincèrement que ce décryptage vous a plu. On a encore plein de thèmes à traiter, donc en attendant la prochaine vidéo, je vous encourage à laisser un pouce bleu juste en dessous et à vous abonner à la chaîne si vous appréciez ma démarche. A bientôt tout le monde, gardez un esprit critique, objectif, et bon courage pour la suite du confinement. Bisous.